Alors bonjour, bienvenue au comité consultatif sur la réalité policière. On accueille le commissaire à la déontologie aujourd'hui pour nous parler du régime. Mon nom est Bernard Sévigny, je coordonne les activités du comité et je vais agir à titre de président de la présente séance. Je vous présente mes collègues rapidement, Madame Nicole Gibault qui est avec nous. Vous connaissez également Madame Maureen Jennings. Bonjour. Monsieur Louis Côté. Bonjour. Et Monsieur Alexandre Matt. Bonjour. Alors, maître d'armes, je vais simplement rappeler les consignes. Il va y avoir une présentation d'une dizaine de minutes. On a reçu votre mémoire que les membres ont déjà lu, dont ont déjà pris connaissance. Et je me permettrai, lorsqu'il va rester une minute au besoin, de vous le signaler. Et par la suite, on va s'engager dans un échange d'une vingtaine de minutes, histoire d'approfondir les éléments que les membres du comité souhaiteraient approfondir. Alors, je vous laisse la parole là-dessus, M. Dard, de présenter votre équipe. Et lorsque vous serez prêt, on enclenchera 10 minutes au début de votre présentation. Alors, la parole est à vous. Excellent. Alors, merci de nous recevoir. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Marie-Ève Bilodeau, qui est secrétaire générale et responsable de la prévention au bureau du commissaire, et de Maître Alexandrine Fontaine-Tardy, qui est avocate au bureau du commissaire. Alors, écoutez, dans notre mémoire, on a fait le pari de la transparence. On vous a exposé en détail le processus de traitement des plaintes en déontologie, puis les différents enjeux qu'on rencontre. Je dois dire d'entrée de jeu que je suis très fier de l'engagement et du travail effectué par notre petite équipe. C'est 33 personnes qui traitent plus de 2100 plaintes annuellement, tout en reconnaissant cependant que le système de déontologie policière peut et doit faire l'objet d'améliorations sur une base continue. Je veux d'abord rappeler l'objectif fondamental qui doit guider toute notre action, c'est le renforcement du lien de confiance entre le policier et la population qu'il dessert. Et ce lien de confiance, il doit se fonder sur une conduite professionnelle de haute qualité de la part de tous les agents qui sont soumis au Code de déontologie des policiers du Québec. Les policiers doivent, par leurs actions quotidiennes, illustrer les valeurs qui sont promues par ce code. Ces valeurs sont le respect de toutes les personnes et de leurs droits, l'honnêteté, l'impartialité, la prudence. Il faut se rappeler que les policiers sont investis de vastes pouvoirs et qui doivent éviter, en conséquence, tout abus d'autorité. Et nous, de notre côté, à titre de mécanisme indépendant de surveillance civile de l'action policière, l'organisme que je dirige doit assurer un traitement juste, impartial et rigoureux des plaintes reçues. Le recours en déontologie policière doit être à la fois accessible et efficace en nous permettant de répondre aux plaintes dans des délais raisonnables. Or, notre action est limitée par plusieurs contraintes. Face à une tendance claire à l'augmentation du nombre de plaintes reçues et dans un contexte où nos ressources sont stagnantes, cela génère une pression importante sur les charges de travail de tous les membres de mon personnel et en conséquence sur les délais de traitement des plaintes que nous recevons. Or, cet enjeu de délai de traitement, il est primordial, autant pour les plaignants que pour les policiers impliqués. Je reconnais qu'il existe une attente légitime à ce que le commissaire puisse traiter chaque plainte déontologique dans un délai raisonnable. Pour ce faire de diverses façons, il faut nous permettre de nous dégager une plus grande marge de manœuvre pour analyser, concilier, enquêter et plaider des dossiers de plus en plus complexes. Fondamentalement, la mission de mon organisme est de s'assurer du respect du Code de déontologie des policiers du Québec. Cela se fait bien sûr par le traitement des plaintes reçues après une intervention policière qui a généré une insatisfaction. Je rappelle que l'organisme a été créé d'abord avec un objectif d'éducation et de dialogue en favorisant la conciliation. L'enquête et la citation devant le comité de déontologie sont réservées aux allégations de manquements déontologiques les plus graves. Mais nous avons aussi un rôle important de prévention à jouer. D'une part, en informant mieux les citoyens sur les pouvoirs et devoirs des policiers et également sur leurs propres droits et responsabilités lors d'une interaction avec un policier. D'autre part, en sensibilisant les policiers sur les situations à risque de provoquer un manquement déontologique et en partageant les bonnes pratiques pour éviter de se retrouver dans de telles situations. Je suis persuadé que de nous reconnaître formellement ce rôle de prévention et de nous donner les moyens de l'exercer, eh bien, ce serait un investissement très rentable au plan social. Je reviens sur la nécessité d'assurer un traitement efficace des plaintes. Dans notre mémoire, nous abordons deux questions qui font l'objet d'un débat. Nous proposons de maintenir le caractère obligatoire de la conciliation
Et nous réitérons le fait que l'expérience et l'expertise d'anciens policiers ou autres agents de la paix soumis au Code est précieuse lorsqu'il s'agit de mener une enquête en déontologie policière. Je comprends et j'appuie la volonté de s'assurer que notre mécanisme en soit un de surveillance civile de l'action policière. Et j'affirme que c'est actuellement le cas. 78 % de notre personnel professionnel n'a jamais été policier ou policière. C'est également le cas des 2 personnes qui prennent formellement toutes nos décisions, soit la commissaire adjointe et moi-même. Je souhaite attirer votre attention sur l'enjeu principal. Dans un contexte où nous disposons de ressources limitées, une fois l'étape de la conciliation passée, le commissaire devrait consacrer l'essentiel de ses énergies et de ses efforts dans les dossiers où il y a un véritable potentiel de faire la preuve prépondérante d'un manquement déontologique. C'est de cette façon que nous pouvons le mieux jouer notre rôle dans l'intérêt public. Or, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Pour dire les choses de façon imagée, nous investissons actuellement autant d'énergie, sinon plus, à expliquer à des plaignants pourquoi nous estimons qu'il ne sera pas possible de faire une preuve prépondérante d'un manquement déontologique que nous en mettons pour préparer les dossiers en citation devant le comité et devant les tribunaux supérieurs. Cette situation n'est pas souhaitable et, j'irai même plus loin, elle n'est pas viable à long terme, surtout dans un contexte où les plaintes que nous recevons sont de plus en plus nombreuses et complexes. Bref, il faut reconnaître un plus large pouvoir discrétionnaire au commissaire dans la décision de citer ou non un policier devant le comité, à l'image des autres poursuivants de notre système judiciaire. De cette façon, des gains d'efficience réels et importants pourraient être obtenus. Les dossiers ayant un véritable potentiel de citation pourraient être analysés plus rapidement et faire l'objet d'une citation devant le comité dans des délais beaucoup plus courts. Cet état de fait bénéficierait tant à la partie plaignante qu'à la partie policière. Je vais maintenant discuter d'un autre enjeu qui est celui des plaignantières. Alors, selon la loi sur la police, toute personne peut s'adresser au commissaire afin de formuler une plainte relative à la conduite d'un policier. Cette personne n'a pas à être directement impliquée dans l'intervention policière ni à faire la preuve d'un intérêt particulier. Avec le développement des médias sociaux et la multiplication des vidéos d'intervention policière qui sont diffusées sur Internet, on se retrouve avec plusieurs plaintes qui visent souvent une même intervention policière. Cela génère des difficultés administratives et opérationnelles importantes pour gérer ces plaintes. Je tiens à rappeler que bien que les plaintes provenant de plaignantières représentent une petite partie du total des plaintes que nous recevons, elles sont souvent loin d'être frivoles ou dénuées de valeur. Au contraire, actuellement, parmi l'ensemble des enquêtes que nous menons, 42 % de ces plaintes ont été déposées par des plaignantières. Je rappelle que l'enquête est réservée aux situations d'allégation les plus graves et que c'est parmi ce bassin qu'on retrouvera les dossiers qui seront présentés en citation devant le comité de déontologie policière. Comme actuellement, le commissaire n'a pas le pouvoir d'intervenir de sa propre initiative, il faut donc conclure que c'est souvent le dépôt d'une plainte par un plaignant-tiers qui va nous permettre d'examiner des situations comportant des allégations sérieuses de manquement déontologique. Dans un système qui vise à assurer la protection du public, il est primordial de maintenir la possibilité pour un citoyen de dénoncer une situation qu'il considère problématique. Cependant, les modalités pour ce faire devraient être revues. Je suggère de créer une relation entre le plaignant-tiers et la personne qui est directement impliquée dans une intervention policière. Seule cette dernière personne devrait conserver le statut de plaignant et seule cette dernière personne se verrait offrir la conciliation. Le tiers déposerait non pas une plainte, mais plutôt un signalement. Le commissaire recevrait le signalement, procéderait à des vérifications préliminaires et pourrait décider de faire enquête dans les cas où il l'estime approprié. Le signalant ne faisant qu'attirer l'attention du commissaire sur une situation, sans avoir d'intérêt direct et personnel dans l'événement, le commissaire ne devrait pas avoir l'obligation de motiver ses décisions issues d'un signalement de façon aussi détaillée que pour une plainte. Il faut donc modifier la loi sur la police pour permettre au commissaire d'intervenir de sa propre initiative sur toute intervention policière soumise à sa compétence. Notre rôle de protection du public serait ainsi mieux servi. D'autres organismes qui exercent un rôle analogue de protection du public possèdent déjà ce pouvoir. Je parle ici du protecteur du citoyen et de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il n'y a aucune raison pour que le commissaire à la déontologie policière soit limité dans son action. Je souhaite aborder brièvement le régime de sanctions. Il s'agit de l'ultime étape une fois qu'un manquement déontologique a été établi devant le comité. En imposant une sanction à un agent de la paix, le comité vise entre autres
à renforcer le lien de confiance envers les policiers qui a pu être affecté par une intervention problématique. Cet aspect primordial du régime déontologique n'a pas été revu depuis plus de 30 ans, alors que le contexte social, lui, a grandement évolué. Les attentes du public sont élevées. Il n'est pas rare d'entendre des reproches à l'égard des sanctions prononcées à l'effet que celles-ci ne sont pas assez sévères. On parle ici du volet punitif de la sanction. Cependant, aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur un autre aspect de la sanction qui est souvent négligé, mais tout aussi important, l'objectif de réparation. La loi actuelle couvre le volet punitif de la sanction, mais offre peu d'outils visant à favoriser l'introspection du policier fautif sur son travail. Pourtant, il s'agit là d'un élément essentiel pour renforcer la confiance du public en démontrant que les policiers peuvent apprendre de leurs erreurs et éviter de les reproduire lors de leurs prochaines interventions. Je propose de s'inspirer d'autres régimes des provinces canadiennes et d'offrir au comité la possibilité d'imposer des sanctions telles que l'ordre de participer à une consultation professionnelle, un programme de traitement, l'ordre de participer à une formation spécifique, par exemple sur la gestion de la colère, ou encore l'ordre de travailler sous supervision pour une période déterminée. Encore une minute, M. Maître Dowd. Alors, j'arrive à la fin. Dans le même esprit, il faudrait prévoir la possibilité pour le comité d'ordonner des formes d'engagement communautaire. Cette sanction serait tout indiquée lorsque le policier pose des gestes qui choquent la perception du public. J'ai plusieurs fois, et je termine là-dessus, abordé la question du renforcement du lien de confiance entre la population et les policiers parce qu'elle est centrale. Je constate que le climat actuel crée plusieurs tensions qui encouragent malheureusement les clivages plutôt que le dialogue et l'échange. Cette tendance est préjudiciable tant pour les policiers que pour la population. Oui, le commissaire doit agir avec détermination et efficacité en enquête et devant le comité pour faire reconnaître les manquements déontologiques. Mais il doit aussi favoriser le rapprochement entre les citoyens et les policiers par le biais de l'échange et de la conciliation et par des actions en prévention pour éviter des manquements déontologiques potentiels et des plaintes non fondées. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, la table est mise pour la période de questions. On va commencer avec Mme Gibault. La parole est à vous. Oui, bonjour à vous trois. Ça vient juste vous avez attiré mon attention par les sanctions, oui, punitives, évidemment, mais là, sont limitées à 60 jours maximum. Ça, vous y voyez quoi comme solution également là-dessus? Parce que à 59 jours, on voit que c'est pas mal sérieux plus qu'à 2. Alors, est-ce qu'il y a un éventail plus large qui pourrait y arriver? Ou enfin, je vous écoute là-dessus. Puis vous avez parlé de travaux communautaires. Intéressant. Intéressant. Le même genre qu'on donne en matière judiciaire, là, de le remettre dans une communauté. Je vous entends là-dessus. J'aimerais bien vous entendre. Alors, sur la question du 60 jours, effectivement, actuellement, la loi sur la police limite la période de suspension à un maximum de 60 jours. Or, récemment, on a eu une situation où on a plaidé devant le comité. Alors, c'est 60 jours ou la destitution. Alors, il n'y a rien entre les deux. Et on s'est retrouvé dans une situation où le comité a dit, ben voici, je suis face à une situation qui ne mérite pas la destitution, mais où j'aurais donné plus que 60 jours. Alors, dans notre mémoire, on suggère d'enlever le maximum de 60 jours pour laisser au comité l'appréciation de la période qui serait appropriée. Quand je ne parlerai pas tant de travail communautaire que d'engagement communautaire. Et l'idée nous est venue en voyant le très beau travail qui est fait par le service de police de l'agglomération de Laval, le projet Immersion. Alors, l'idée, c'est de dire, par exemple, dans des plaintes où des policiers auraient été reconnus fautifs d'un profilage discriminatoire, quelle belle idée de dire, ben, en réparation, il y aura un travail avec des membres de cette communauté-là pour apprendre à mieux connaître, créer des ponts. Donc, c'est vraiment l'idée de rapprocher les policiers des communautés et d'apprendre des expériences. Alors, c'est ça qu'il y a derrière cette suggestion-là. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Monsieur Côté. Oui, d'ailleurs, votre suggestion, je regarde des gens qui se font arrêter de faculté affaiblie. Avant d'avoir leur permis, ils ont une entrevue de 2 heures à passer avec un travailleur social ou un psychologue. Fait que ça aussi, ça peut faire partie en passant des recommandations comme. Mais est-ce que j'ai bien compris? C'est le modèle de la Société d'assurance automobile, c'est un modèle qui est connu. Je n'ai jamais été arrêté de faculté affaiblie, mais je connais des gens qui l'ont été. Écoutez, j'ai bien compris que 42% des plaintes venaient de tiers.
Actuellement, c'est le cas. Effectivement, on a fait un décompte la semaine dernière. Ça dit plusieurs choses. Ça dit qu'on ne réussit peut-être pas à rejoindre les personnes qui sont directement impliquées, soit par méconnaissance du recours en déontologie policière, soit dans certains cas, c'est des personnes assez vulnérables qui ont de la difficulté à exercer leur recours. Alors, le fait qu'un tiers puisse attirer l'attention du commissaire sur une situation, ça doit être préservé. Par contre, comme on dit, si le commissaire avait le pouvoir d'intervenir de sa propre initiative, il prendrait simplement la décision de dire, moi, je vais en enquête dans cette situation-là. Et ça réglerait cette situation-là. Est-ce que ça veut aussi dire qu'il y a des groupes organisés qui se sont spécialisés en portant plainte en déontologie? Mais il y a différents éléments là-dedans. Il y a des personnes, on ne parle même pas de groupe, là, il y a des personnes qui s'investissent dans ce rôle-là. Il y a aussi des groupes dont c'est la mission, des groupes de défense des droits, par exemple, je vais nommer le CRAR que vous allez entendre demain, qui font de l'accompagnement de plaignants en matière de profilage discriminatoire. Alors évidemment, ça, c'est la raison d'être de ces organisations-là, c'est d'accompagner les personnes. Donc, on s'attend à recevoir des plaintes de ces organismes-là aussi. Mais ça, par exemple, pour les plaintes du CRAR, on ne les considère pas comme des plaintes de tiers parce que c'est souvent la personne directement impliquée qui dépose une plainte avec l'assistance du CRAR. Dans MIRES, il y a 42 %. En dehors de ça, c'est des tiers. Oui. Pas impliqués directement dans ce qui a pu se produire. Non, mais ça, je tiens à aborder cette question-là. C'est que notre rôle, ce n'est pas de répondre à des plaintes. Notre rôle fondamental, c'est de s'assurer que le code de déontologie des policiers est respecté. Alors, que la plainte soit déposée par une personne qui est directement impliquée ou par un tiers, la question, c'est est-ce qu'il y a eu un manquement déontologique grave, oui ou non? Et si c'est oui, on doit intervenir. Je comprends. Ça va, M. Côté. Monsieur Matt, la parole est à vous. Oui, merci. Dans la même lignée que mon collègue, M. Côté, dans les 42 combien ont été acheminés au comité? Non, c'est des plaintes qui sont actuellement en enquête. Alors, actuellement, c'est 0, là, dans le sens que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au directeur d'enquête, regardez dans le caseload et sortez-moi toutes les plaintes qui sont déposées par des tiers. Mais je peux vous dire que j'en ai une statistique que j'avais transmise. Dans un cas d'un plaignant, qui est un plaignant récurrent, à peu près 48 de ces plaintes ont été référées en enquête sur une période de 5 ans. Et pour la proportion des plaintes qui ont été référées en enquête, 34 35 des plaintes ont donné lieu à une citation. Ça veut dire que c'est un nombre non négligeable qui, après enquête, on a estimé qu'il y avait une preuve suffisante pour présenter le dossier au comité de déontologie policière. Dans le même ordre d'idée, une fois qu'il est rendu devant la citation, combien ont été reconnus avec une sanction? Est-ce que vous avez des statistiques? Plaignant tiers ou personne directement impliquée? Peu importe. Non, on n'est pas capable de. Je n'ai pas fait le calcul de dire. Mais je peux dire que de façon générale, je ne pense pas me tromper en disant que année après année, c'est peut-être en général à peu près 60 des dossiers présentés où c'est reconnu que des actes dérogatoires et 40 non, à peu près. Ça peut varier d'une année à l'autre. J'imagine que pour les plaignants tiers, ça va être la même proportion. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Faudrait vérifier. Ouais. Merci. Je voudrais juste préciser, c'est que quand je décide de citer un policier devant le comité, j'estime, c'est la Cour d'appel qui nous a donné ce fardeau-là, il faut que j'estime que j'ai une probabilité raisonnable de faire reconnaître le manquement déontologique. Alors, bien sûr, il se passe plein de choses en procès, Maître Fontaine-Tardif pourrait vous le dire. Et donc, dans bien des cas, dans plusieurs cas, on n'est pas en mesure de faire la preuve prépondérante du manquement déontologique, mais on avait une preuve à présenter à l'appréciation du comité. Merci. Moi, j'aurais une question, M. le commissaire. Oui. Vous parliez de ressources à quelques occasions dans le mémoire. À partir du moment où, effectivement, on propose, par exemple, que le statut de plaignantière devienne un statut de signalant et qu'on recadre les critères de révision, donc pour alléger l'ensemble de l'appareil, est-ce qu'à ce moment-là, parce que parallèlement, puis vous me direz si mon parallèle est douteux, vous dites que les délais de 180 jours d'enquête, il faudrait que ça soit haussé. Est-ce qu'en allégeant les processus, ça permettrait au contraire de boucler les enquêtes à l'intérieur, sinon en dedans d'une centaine de jours, par exemple?
C'est évident, mais là, vous mettez la barre haute. Je dirais, mais je dirais que c'est évident que d'alléger l'obligation de motivation des décisions, de nous donner de l'air, ça fait en sorte de faire qu'on serait plus performant aux étapes de l'enquête et de l'analyse juridique après enquête. C'est principalement à l'étape de l'analyse juridique où là, ça aurait un impact majeur. Par contre, il n'en reste pas moins que chaque plainte qui rentre à l'analyse préliminaire, donc on parle avant, là, elle doit être analysée. Et là, de ce côté-là, ça va prendre un ajout de ressources en quelque part parce qu'on fait face à une augmentation à chaque année. Et cette année, on sait déjà qu'on va être aux alentours de près de 2400 plaintes comparativement à 2100 plaintes l'an dernier. Donc, on est encore dans la tendance à la hausse. Et si on ajoute à ça le regroupement de plaintes sur les délais, est-ce que c'est pensable de réduire les délais d'enquête? Oui. C'est pensable, en fait, de réduire. Je vais dire ensemble le délai d'enquête et d'analyse juridique. On va le prendre puis on va le mettre ensemble. Et oui, c'est là qu'on va avoir les gains les plus importants de réduction de délai si on allège l'obligation de motivation et si on accepte la distinction entre le plaignant et le tiers. Ça, c'est évident. Excellent. Madame Jennings, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup pour votre mémoire qui était très intéressant. J'aimerais vous entendre sur les plaintes en conciliation. D'après ce que j'ai compris, il y a eu des modifications à la loi sur la déontologie policière au début de l'an 2000 environ. Et là, la conciliation est obligatoire. Oui. Si le plaignant ou la personne, le tierce partie, parce que vous êtes obligé, il n'y a pas de distinction, refuse la conciliation, le dossier est fermé automatiquement. C'est-à-dire que la personne dont le dossier est envoyé en conciliation et qui ne veut pas aller en conciliation, elle a la possibilité dans la loi de me présenter des motifs pour lesquels elle estime que la conciliation n'est pas appropriée. Et je vais examiner ces motifs-là et je vais prendre une décision. Si elle me convainc que la conciliation n'est pas appropriée, le dossier va aller en enquête. Je donne l'exemple, c'est souvent le cas, par exemple, lorsqu'on me fait la preuve que de participer à la conciliation, ça aggraverait une condition psychologique chez un plaignant qui a un stress post-traumatique, par exemple. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de dossier où on va accepter des objections à la conciliation. Alors, avez-vous les données sur le nombre d'offres obligatoires de conciliation sont refusées par les plaignants, le nombre de ces plaignants qui donnent une raison pour laquelle ils croient que la conciliation n'est pas appropriée. Et sur ça, ce nombre, le nombre où vous, à titre de commissaire, a trouvé que la personne a fourni des raisons justifiant son refus. Oui. Alors, je n'ai pas les statistiques maintenant, mais je peux m'engager à les faire parvenir à la commission, au comité sans problème. Mais je veux quand même dire qu'il y a un élément qui est très important et c'est le rôle des conciliatrices. C'est que parce que souvent, les plaignants, lorsqu'ils déposent une plainte, leur attente, c'est que le policier soit sanctionné. Ils ne sont pas nécessairement intéressés à participer à une conciliation. Puis ils s'imaginent que c'est très facile de sanctionner un policier. Là. Des fois, on lit les plaintes, puis donc, l'idée, c'est qu'il y a un premier contact personnel où la conciliatrice appelle le plaignant et lui vend, entre guillemets, les avantages de la conciliation. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans un grand nombre de situations, c'est la meilleure façon d'apporter une première réponse à la plainte. Souvent, c'est d'exprimer comment on a vécu l'intervention policière, de mieux comprendre. Souvent, le citoyen ne connaît pas nécessairement l'étendue des pouvoirs policiers. Et là, quand le policier peut lui expliquer la base légale de son intervention, là, il comprend mieux ce qui s'est passé. Et souvent, l'avantage aussi, c'est que là, on a une discussion à froid, quelques semaines, quelques mois après l'événement. Donc, là, les esprits se sont calmés. Il y a un tiers pour encadrer cette discussion-là, pour que ça se passe bien. Alors, moi, je vante vraiment les mérites et les bénéfices de la conciliation. Merci. 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 Monsieur Côté, c'est à vous. Oh, votre micro. Votre micro, monsieur Côté. On parle de confiance. De toute façon, la confiance, d'entrée de jeu, tantôt, vous avez parlé de transparence. Donc, communication, transparence. Puis, je vous dirais, j'avais lu il y a quelques jours votre mémoire, puis je trouve ça particulièrement intéressant, mais hier soir, par hasard, je suis tombé sur un poste de télé
où il y avait un commentateur qui n'avait rien à foutre avec la déontologie, mais il était tout dans le domaine du sport. Puis il racontait que la police qui enquête sur la police n'a pas de Puis il a fait un réquisitoire là-dessus. Mon cher monsieur, mettons que vous avez passé à Moulinette, les corps policiers ont passé à Moulinette d'aplomb. Fait que, autrement dit, n'importe qui est au courant de rien parle de n'importe quoi. Puis ça veut dire qu'il y a comme une méconnaissance de la population du fonctionnement et de l'efficacité de votre organisation et du code de déontologie. Avez-vous une stratégie plus, parce que s'il y a plus de plaintes, à un moment donné, il va falloir que les gens soient bien informés. C'est quoi l'organisme comme tel, puis comment vous fonctionnez pour, les aider à mieux comprendre, puis que vous direz que du n'importe quoi, comme j'ai entendu hier soir, soit moins, surtout de la part d'un commentateur sportif. C'était peut-être son sport cette journée-là. Il y avait sûrement une motivation profonde de parler comme ça, mais avez-vous une stratégie là-dessus pour être bien informé? Parce que là, il me semble que les policiers sont un peu beaucoup dans la vitrine de ce temps-là, pas mal fort. Et puis on entend les mots impunité, la police qui enquête sa police. C'est comme si le système était bâti pour tout couvrir, puis qu'on cache tout, puis c'est malsain comme situation. C'est des enjeux importants. Je parlais de clivage. Actuellement, le climat social ne favorise pas le dialogue. Là. On sent qu'il y a des crispations, puis il faut travailler là-dessus. Oui, on veut développer le volet prévention, je le disais, de notre action, puis on veut développer le volet communication. Mieux faire comprendre le rôle du commissaire, mieux faire connaître le recours du commissaire aux personnes qui ont à le connaître. Puis aussi, puis je reviens là-dessus parce que c'est important, il y a une partie importante des plaintes qui est fondée sur une méconnaissance des pouvoirs et des devoirs des policiers. Par exemple, je conduis ma voiture et un policier va me demander de donner mon permis de conduire. J'estime que je n'ai pas fait d'infraction, donc non, je ne suis pas obligé de donner mon permis de conduire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, vous voyez, une fois que le citoyen va mieux comprendre dans ses interactions avec les policiers quels sont ses droits, mais aussi ses responsabilités. Hein. Il y a des droits et il y a des responsabilités. On pense qu'on est en mesure de travailler sur une diminution des plaintes non fondées. Alors, on pense que l'information sur nous, mais aussi sur la matière sur laquelle on travaille est très, très importante. J'inviterais peut-être Mme Bilodeau à compléter sur la question de la stratégie de communication. Oui, en fait, la stratégie prévention-communication, alors nous, on a décidé de l'appeler de la prévention. Oui, il y a la communication, mais nous, on voudrait agir sur deux volets. On voudrait agir, là, Maître d'ordre l'a bien dit, sur la communication citoyenne, améliorer la communication citoyenne, améliorer la connaissance des citoyens. Qu'est-ce que je dois faire lorsqu'un policier me demande, par exemple, de m'identifier? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit? Il y a des organismes d'information juridique qui ont fait un excellent travail là, ces dernières années, mais on ne trouve pas nécessairement d'endroit où tout est rassemblé en lien avec les interactions policières. Donc, tout en matière des droits des citoyens, des droits des policiers, des devoirs des policiers. Donc, vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est développer un volet. Essentiellement, on voudrait avoir un outil qui est essentiellement notre site Internet, mais développer d'autres outils pour mieux informer les citoyens. Et parallèlement à ça, quand on vous disait qu'on parlait de prévention, on voudrait aussi, il ne faut pas négliger l'aspect aussi prévention auprès des policiers. Donc, on parlait tout à l'heure de comportement à risque. Donc, moi, comme policier, est-ce que je suis à risque d'avoir tel ou tel type de comportement? On parlait de statistiques intéressantes tout à l'heure, j'aimerais ça vous en donner une. On a 60% de nos plaintes actuellement qui touchent l'article 5 du Code de déontologie policière. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'article 5? Il parle essentiellement de comportement. Alors, comportement visant à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Donc, 60% des plaintes déposées en déontologie concernent l'article 5. Donc là, on n'est pas nécessairement dans des fautes graves. Puis là, il faut faire attention parce que dans ça, on entend aussi discrimination et tout ça. Mais essentiellement, ça touche le refus de s'identifier, les blasphèmes, l'impolitesse, les propos injurieux. Donc, on pense qu'on a un très grand travail de sensibilisation aussi à faire du côté des policiers pour aussi mieux les informer, pour qu'ils voient un peu plus leur comportement, dans quelle situation je peux être à risque d'avoir des comportements dérogatoires. Donc, on pense qu'en travaillant sur ces deux niveaux-là, bien encore là, oui, vous le disiez tout à l'heure, M. Sévigné, on se dit qu'en ajoutant des ressources minimalement du côté de la prévention, communication, on pense qu'on pourrait encore là faire diminuer là, considérablement le nombre de plaintes. Ça va? Madame Gibault, oui. Ça va?
Oui, dans le cadre de l'exemple que vous avez donné tantôt, évidemment, on est en lien directement avec si on parle du profilage racial pour les interpolations en véhicules automobiles. Oui, le 636, là, on le sait, mais on comprend le volet d'interpellation et là, on touche un point extrêmement sensible. Et de un, est-ce que dans ce cadre-là, ça vous aiderait les caméras corporelles? Oui, alors tout à fait. On a une position favorable aux caméras corporelles. J'ai eu l'opportunité, il y a eu un projet pilote au SPVM pendant quelques mois et j'ai eu l'opportunité de voir, je pense, 2 plaintes qui étaient liées avec des interventions où j'avais le bénéfice de voir l'enregistrement et c'était très, très aidant de voir l'entièreté de l'intervention policière, de l'interaction avec le citoyen du début à la fin. Ça permettait de mettre en contexte les allégations du plaignant. Parce que souvent, on en a des vidéos. Souvent, les plaignants nous fournissent des vidéos, mais ils vont nous fournir une vidéo de 17 secondes qui est le moment où l'intervention, les esprits se sont échauffés, si on peut dire. Mais on demande est-ce que vous avez ce qui s'est passé avant? Puis bon, soit que la personne ne filmait pas ou soit qu'il ne l'a plus. Mais donc, ça ne me permet pas toujours de mettre en contexte. Alors oui, du point de vue de la déontologie, du point de vue du regard qu'on porte a posteriori d'une intervention, ce serait très, très facilitant. Merci. Merci. Madame Jennings, et ensuite, moi, j'aurai une question également. Madame Jennings, c'est vous. Oui, très brièvement, quand vous avez parlé de votre stratégie de communication, le volet pour mieux informer les citoyens sur leurs droits, devoirs, sur les pouvoirs des policiers, est-ce que vous avez entamé des partenariats ou collaborations avec des institutions gouvernementales qui ont déjà contact avec des citoyens qui sont judiciarisés, par exemple, l'aide juridique, ça me vient à l'esprit parce que ça pourrait vous aider dans ce travail de communication, de prévention, éducation et information. Tout à fait. Alors, on n'a pas commencé les contacts parce qu'on est à l'aube du développement du programme. Là. On commence à pousser l'idée. J'identifie tout de suite, par exemple, les centres de justice de proximité qui m'apparaissent des partenaires qui pourraient être extrêmement intéressants à collaborer avec. Donc, oui, c'est sûr qu'on va aller dans le partage. Je pense à Éducalois, entre autres. Éducalois a déjà beaucoup de contenu. On peut servir de lien au contenu, mettre en valeur les contenus d'Éducalois. Alors, ce genre de collaboration-là, oui, ce serait tout à fait pertinente. Ça va, Mme Jennings. Moi, j'ai une question, 2 volets, en fait. La première, c'est les communications. Vous préconisez dans votre mémoire une réduction des communications quant à la communication des décisions de rejet. Est-ce que là, il n'y a pas matière à mettre à l'épreuve le lien de confiance qu'on veut nourrir et qu'on veut bonifier? Ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le refus du policier à collaborer pendant l'enquête, si on l'obligeait, c'est une de vos demandes, si on recommandait, ça veut dire quoi comme impact sur le processus? Comment on place ce policier dans cette situation-là? Oui. Concernant le premier point, effectivement, ce qu'on parle en termes d'intensité de l'obligation de motivation, c'était particulièrement dans le cas des plaignants tiers. Hein. Je conçois que face à quelqu'un qui est directement impliqué par une intervention policière, j'ai une obligation plus grande d'expliquer les résultats en détail, les résultats de notre enquête pour répondre à ces allégations. Donc, je fais la distinction tiers versus plaignant. Concernant l'article 192, l'obligation c'est-à-dire le droit du policier de ne pas collaborer à l'enquête du commissaire, je suis plus prudent que les propos que vous m'attribuez. Vous savez, on fonctionne actuellement avec le droit à la non-collaboration du policier. On sait que c'est le résultat de négociations qui ont eu lieu lorsque la loi a été en 88, je pense, ou à peu près. Et donc, et on explique qu'est-ce que ça amène comme difficulté actuellement. Ce que ça amène comme difficulté, c'est que on a les documents opérationnels policiers, le rapport d'événement, par exemple, mais qui ne répondra pas à certaines allégations du plaignant. Alors, ça serait facile de demander au policier, mais sur cet aspect, on ne le retrouve pas dans ton rapport. Peux-tu nous donner ta version des faits concernant cette allégation-là? Alors là, évidemment,
actuellement, le policier a le droit de ne pas collaborer à l'enquête du commissaire, ce qui fait qu'on se retrouve avec une seule allégation, avec une seule version, qui est celle du plaignant. Et si on décide de citer, on se trouve à prendre la version du policier devant le comité. Alors, ça crée des situations un peu particulières. Ça crée des situations où c'est arrivé la semaine dernière, et en sortant de là, on avait dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça? Si on avait su ça, on n'aurait pas cité. Alors, c'est une possibilité aussi. Alors, ce ne serait pas toujours, je dirais, à l'encontre de l'intérêt des policiers de ne pas participer aux enquêtes. Au contraire, c'est que ça nous donnerait l'ensemble de l'information pour prendre la décision la plus éclairée. Est-ce que je cite ou non, ayant l'ensemble des versions des faits? Mais c'est ça, dans notre mémoire, ce qu'on appelle, c'est à ouvrir le dialogue social, parce que je sais que c'est le résultat d'un compromis. On ne fait pas une bataille là, pour dire on rouvre 192, mais est-ce qu'on peut avoir au moins la discussion sociale sur cette question-là? Et c'est plus juste, et je ne vous prête pas des intentions, Maître Dard. Monsieur Côté, là, on a perdu un de nos collègues là, qui essaie de se rebrancher. Non, c'est correct, je vais vous. Oui, il vient de m'aviser, il fait tout son possible, c'est à son tour, l'électricité a sauté, comme chez tantôt. Bon. Monsieur Côté, c'est à vous, oui. Tout ce qui touche la déontologie est enchâssé dans la loi de police. Pensez-vous que ce serait une bonne idée d'en faire quelque chose de complètement indépendant? Quels seraient les avantages? Bien, il y a la perception des gens que c'est inclus dans la loi de police. Il y a comme encore une fois une forme de lien avec la direction des corps de police, le ministère, alors que certains trouvent que ça enlève un peu l'image d'indépendance. OK. Bien, la première chose que je voudrais faire, c'est rassurer tout le monde sur la réelle indépendance du commissaire. C'est vraiment un recours qui est indépendant. Je n'ai aucune pression, ni des organisations policières, des services de police, ni du ministère sur le contenu des décisions que je rends. Alors ça, c'est vraiment très important à dire. Là. Je suis à l'aise d'affirmer que nous sommes un recours totalement indépendant. Maintenant, c'est sûr que la déontologie policière, elle s'inscrit dans une logique dans la loi sur la police, où il est question aussi de discipline, où il est question aussi... Alors, c'est un morceau de la surveillance de l'activité policière. Alors, si c'est pour aider une perception, peut-être qu'on peut travailler de d'autres façons sur la perception qu'on est réellement un recours indépendant. Okay. Ça va. Alors, s'il n'y a pas d'autre, le temps file à une vitesse folle. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va s'arrêter là-dessus. Donc, ça va pour mes collègues. Parce que Maître Dard, Maître Fontaine-Tardif et Mme Bilodeau, merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. C'est très apprécié, la qualité du mémoire également, très limpide, très clair. Merci beaucoup, ça va nous permettre, nous, de cheminer un peu mieux dans cet univers pour en arriver à formuler des recommandations à la ministre. Alors, c'est beaucoup apprécié. Merci à vous trois. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.